Chers étudiants, et bienvenue dans un exercice parmi les exercices fondamentaux qu'il faut connaître en magnétostatique. Il s'agit du câble coaxial. Donc, on va essayer de traiter le champ magnétique créé par un câble coaxial en utilisant le théorème d'Ampère, un sujet qui intéresse les élèves qui préparent le CNC, l'ENSA, les différentes formations. Bon, c'est quoi un câble coaxial? Donc, ce sont des lignes qu'on utilise dans la transmission. Ils sont formés par un conducteur interne qu'on appelle lame du conducteur. Il est en général parcouru par un courant volumique avec une densité de courant volumique. C'est ce conducteur-là. Entouré par un isolant, souvent un isolant. Ensuite, vous avez un conducteur externe qu'on peut modéliser soit par une densité de courant volumique lorsqu'il a une épaisseur importante, et s'il a une épaisseur très faible, on va le modéliser par une densité de courant surfacique. Et dans le câble coaxial, vous avez un courant I qui traverse le conducteur interne avec une densité de courant J1. Le même courant I revient par la surface externe du conducteur avec une densité de courant J2. Il s'agit de déterminer G1 et G2, relation entre G1 et G2 et courant, et de calculer le champ magnétique en tout point de l'espace. Bien. Donc, je disais, ces lignes de transmission qui sont utilisées soit en haute fréquence, en basse fréquence. Donc, l'âme centrale, c'est un conducteur parcouru par une densité de courant J1 de rayon R1. Voilà. Ensuite, vous avez un isolant entre R1 et R2. Ensuite, entre R2 et R3. Dans cette première partie, je vais considérer la modélisation d'une autre densité de courant volumique dans la partie comprise entre R2 et R3, mais avec une densité de courant J2 qui est suivant moins EZ. Bien sûr, on va supposer J1 et J2 uniformes. Bien. Première chose, on va déterminer la relation entre courant et densité de courant à l'intérieur, dans l'âme de conducteur et dans la partie externe du conducteur. Vous savez qu'une densité de courant volumique, c'est un courant par unité de surface. Donc, pour le conducteur interne, le courant total, c'est I. Et ça sera par définition le flux de J de S à travers la surface totale de ce conducteur. C'est-à-dire, j'intègre J de S entre 0 jusqu'à R1. Eh bien, J1, c'est une constante uniforme. Donc, l'intégrale de ds, c'est pi R1 au carré. Donc, voilà la relation. I est égal à G1, c'est I sur pi R1 au carré. Pour le conducteur externe, le rayon est compris entre R2 et R3. Donc la même chose, le courant cette fois-ci moins I, c'est toujours le flux de G2 à travers la surface totale de ce conducteur. J2 est suivant moins EZ, D de S est suivant EZ, donc je récupère mon signe moins, et donc le courant I, ça sera, ou bien J2, ça sera I sur pi R3 au carré moins R2 au carré. D'où vient ce terme? Bien, si vous intégrez D de S sur cette surface, un élément de surface, c'est R d de R, d de θ. J'intègre R d de R entre R2 jusqu'à R3. Donc, ça me donne R carré sur 2. Donc, R3 au carré moins R2 au carré sur 2. Multiplié par 2pi, ça vous donne pi R3 au carré moins pi R2 au carré. Ou bien, la surface de ce disque moins la surface de ce disque, ça va vous donner la surface de la partie comprise entre R2 et R3. Donc, voilà. Premier point, relation entre, vous voyez bien que vous n'avez pas les mêmes densités de courant. Les courants sont les mêmes, mais avec des densités différentes. Bien. Pour déterminer le champ magnétique par le théorème d'Ampère, j'en ai déjà parlé énormément sur la chaîne, vous avez toujours les fondamentaux, la symétrie, les invariances, choix du contour. Vous voyez bien ici que le plan qui passe par le point M, c'est ce plan-là, le plan ER, EZ est un plan de symétrie, un seul plan de symétrie suffit. B perpendiculaire à ce plan, donc il est suivant Eθ. Bien. Ensuite, à partir de la symétrie, ensuite les invariances. Pour un cylindre, le câble qu'on va supposer infini pour les calculs, vous avez invariance par translation suivant Z, donc le champ ne dépend pas de Z. Invariance par rotation, donc le champ ne dépend non plus de θ, donc il ne dépendra que de R. Et bien sûr, il est suivant Eθ. Une fois que vous avez déterminé la direction de B, le choix du contour. Vous avez deux cas. Si le champ magnétique est suivant Eθ, les lignes de champ sont circulaires, il n'y a pas à réfléchir, le cercle, le gamma, le contour gamma, c'est un cercle de rayon petit r. Dans tous les autres cas, il faut prendre un rectangle. Bien.
Bon, maintenant, on va déterminer la circulation de B, suivant un cercle. Bon, le cercle, vous pouvez le choisir où vous voulez, à l'intérieur du premier, entre les deux, à l'extérieur. La circulation, elle est indépendante, c'est la même partout. Donc, pourquoi? Parce que la circulation de B2 de L, par définition, c'est B suivant θ. B, c'est algébrique. Hein? Ça peut être suivant plus ou suivant moins. C'est le calcul qui va me donner le signe. D de L, par contre, D de L, c'est très important, il dépend de l'orientation que vous avez choisie. Donc, chaque fois que vous avez choisi votre contour gamma, la première chose, c'est de l'orienter. Et souvent, on l'oriente de façon que le courant se rend compte positif. Je l'oriente suivant θ. Dans ce cas-là, normal, il est suivant θ. Et donc, D de L, ça sera R D de θ suivant θ. Si j'oriente le contour dans le sens inverse, D de L, ça sera moins R D de θ suivant θ. Faites très attention. Bien sûr, le résultat final ne dépend pas, mais les calculs intermédiaires vont dépendre. Donc, vous voyez bien que maintenant, la cercle θ scalaire au θ, c'est 1. Voilà le rôle des invariances. J'intègre sur un cercle de rayon R. Donc, le rayon, il est constant. Donc, toutes les fonctions qui dépendent de R sont des constantes. En particulier, le champ. B, c'est une constante. R, c'est une constante. Donc, il va me rester l'intégrale d de θ. Autrement dit, la circulation, c'est de pi r fois b de r. Elle est la même sur ce cercle, sur ce contour ou bien sur ce contour. Donc, il faut le faire une seule fois. Ça suffit. Maintenant, il faut chercher la somme du courant au lacet. Et là, ça dépend des cas. Si je suis à l'intérieur du conducteur, de l'âme du conducteur, c'est-à-dire, voilà, je prends un cercle de rayon petit r. Toujours le contour gamma, c'est un cercle de rayon petit r. Ne jamais comprendre un cercle confondu avec R1 ou bien R2 avec R3. Vous voyez bien que le courant interne à gamma, c'est une partie de I. Donc, je dois calculer. Ce sera le flux de J D de S. Mais sur le calcul, le flux à travers la surface interne à gamma. Donc, j'intègre un petit r entre 0 jusqu'à petit r uniquement. Et θ, bien sûr, entre 0 et de pi, ça vous donne J1 fois pi r carré. Après, vous pouvez l'exprimer en fonction de I. On a déjà la relation entre I et J. Donc, vous voyez bien, c'est un courant plus petit que I. Entre R1 et R2, c'est-à-dire je suis là, voilà le rayon R2. Donc vous voyez bien que ce contour gamma, voilà celui-là, le courant interne, c'est le courant total qui traverse l'âme du conducteur. Et ce courant par définition, c'est I. Donc là, c'est facile. B égale la sommation du courant, c'est I. Le troisième cas, je suis à l'intérieur du conducteur externe. Toujours, gamma, c'est un cercle de rayon petit r. Voilà gamma 3. Donc la sommation du courant, vous avez le courant interne, qui circule sur l'âme du conducteur, donc par définition c'est I, plus une partie de moins I. Donc ce sera plus le flux de J2D de S2 à travers la surface violette. Or, G2 et D de S2 ils sont de sens opposés, avec cette orientation bien sûr, D de S2 il est suivant EZ, J est suivant moins EZ, donc vous avez un signe moins. Les courants sont dans le sens inverse à la normale et seront comptés négatifs. Bon, un élément de surface, c'est toujours RD de RD de θ. Mais ici, pour calculer cette surface, je dois intégrer petit r entre R2 et petit r. Entre R2 et petit r. Et donc, ça me donne I moins J2 pi facteur de R2 au carré moins R au carré moins R2 au carré. Bien sûr, vous pouvez remplacer J2 par sa valeur en fonction de I pour trouver la sommation du courant au lacet uniquement en fonction de I. Bon, le troisième cas, il est très simple. R supérieur à R3 parce que je suis là. La sommation du courant, c'est quoi? C'est 0. Parce que vous avez un courant total I à l'intérieur. Le même courant revient sur le volume externe, mais en sens opposé. Donc, la sommation du courant égale à 0. Bien, je résume. R inférieur à 1, la sommation, c'est J1 pi R carré. Entre R1 et R2, la sommation du courant, là, c'est I. Entre R2 et R3, c'est I moins J2 pi facteur de R carré moins R2 au carré. Et supérieur 3, c'est I. Bon, vous multipliez ça par mesure et ça, c'est la circulation de B. Et donc, vous allez déduire facilement les champs magnétiques B. Là, j'ai remplacé les J par leur expression. Et vous voyez bien que le courant à l'extérieur du câble coaxial, il est nul. Et c'est ça l'intérêt de travailler avec le câble coaxial parce qu'il produit un flux externe nul. Donc, je ne peux pas. Ça ne perturbe pas les appareils électriques. Il n'y a aucun champ externe créé par ce câble. Donc voilà l'évolution de B en fonction de R. À l'intérieur, c'est linéaire. Entre R1 et R2, c'est on a sur R.
Et entre R2 et R3, on a sur R carré supérieur à R3, 0. Et vous voyez bien que le champ partout continue. Pourquoi? Parce qu'on a une densité de courant volumique. Densité volumique, c'est comme le champ électrique. Le champ, il est partout continu. Très bien. Qu'est-ce qui va changer lorsque je modélise le câble coaxial avec toujours l'âme du conducteur avec une densité de courant J, mais le conducteur externe, le courant revient sur une surface, sur une épaisseur très faible, donc je le considère comme une densité de courant surfacique. Eh bien, ce qui va changer dans le calcul, pas grand-chose. Donc d'abord, première chose, c'est quoi la définition d'une densité de courant surfacique? Densité de courant volumique, c'est courant par unité de surface. Densité de courant surfacique, c'est courant par unité de longueur. Mais c'est quoi cet élément de longueur? C'est l'élément de longueur qui est perpendiculaire à J. Donc vous voyez bien ici, J surfacique, il est suivant moins Z. Donc cet élément de surface, c'est l'élément de longueur, c'est celui-là. C'est cet élément de longueur-là. Et cet élément de longueur, en coordonnées cylindriques, n'est autre que R2D de θ. Attention, c'est un élément de surface externe. Donc je mets exactement la valeur de R. C'est R2D de θ. Donc pour R inférieur à R1, c'est le même calcul que tout à l'heure. Entre R1 et R2, c'est le même calcul. Et R supérieur à R2, B égale à 0. Donc vous voyez, tout est fait. Mais là, il faut faire attention à la représentation. Pour R inférieur à R1, c'est linéaire. Entre R1 et R2, c'est on a sur R. Mais lorsque R égale à R2, le champ vaut mesure I sur 2pi R2. Ça, c'est à l'intérieur du conducteur, du diélectrique. À l'extérieur, on a le champ est égal à 0. Et donc, vous voyez bien qu'on a une discontinuité du champ magnétique, car on a une densité de courant surfacique. Maintenant, question, est-ce que les relations de passage sont vérifiées? Donc voilà, je vous rappelle, relation de continuité pour le champ magnétique. N de 1 vectoriel B1 moins B2 égale à M0, J surfacique. Bon, je pouvais prendre 1, 2, 2, 1 comme vous voulez, mais une fois que vous avez fixé le milieu 1 et le milieu 2, la normale, elle est définie. Donc, je note le milieu externe, milieu 1, le diélectrique, le milieu 2. Donc, vous voyez bien que la normale dirigée de 2 vers 1 n'est autre que le vecteur ER. Donc, vectoriel, le champ dans le milieu 1, c'est le champ à l'extérieur, c'est 0. Moi, le champ dans le milieu 2, c'est mu0 I sur 2pi petit r. Mais faites attention là, il faut prendre exactement R2, parce qu'ici m'intéresse, c'est ce qui se passe à l'interface. D'accord? Et les suivants, θ. Donc, je vais montrer est-ce que c'est égal à mesure surfacique. Donc, 0, c'est fait. ER vectoriel Eθ, c'est EZ. Moins mesure I sur 2pi R2. Je rappelle que la densité de courant surfacique, courant par unité de longueur, et là, j'ai déjà expliqué pourquoi l'élément de longueur, c'est R2D de θ. Donc, vous voyez bien que G surfacique, c'est I sur 2pi R2. Donc, I sur 2pi R2, ça, c'est tout simplement G surfacique. Et le vecteur moins J surfacique EZ, c'est le vecteur JS parce qu'il est suivant moins EZ sur la surface externe. Et donc, je retrouve bien mes relations de passage et sont bien vérifiées. Voilà pour cet exercice très intéressant pour le câble coaxial, souvent sujet des contrôles d'examen au concours, aux examens bien sûr. Si cette vidéo, bien sûr, vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, la partager. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.